Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des collaborations entre les marques. Parce que quand on y réfléchit, c'est finalement un petit peu contre-intuitif. Une marque qui s'associe avec une autre marque. Et c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps, mais qui au fil des années s'est mis à revêtir de nombreuses formes. Que ce soit pour faire le buzz, pour donner un surplus de peps à son offre, ou alors dans une démarche complètement fofolle, complètement créative. Pourquoi deux marques s'associent? Qu'est-ce que c'est les collabs complètement fail? Qu'est-ce que c'est les collabs qu'on trouve vachement cool? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand on y réfléchit, les collaborations, ça a commencé il y a assez longtemps. C'est une sorte d'émanation de ce qu'on avait déjà au début de la société de consommation, dans l'après-guerre, avec le marketing des stars. D'un côté une marque, de l'autre un musicien, une star de cinéma, un sportif. Et la collaboration des deux, ça va permettre à toute la communauté de fans de la star de se mettre à s'intéresser davantage à la marque de vêtements. Bien entendu, c'est pas toujours quelque chose de super naturel, super spontané, il y a du gros chèque qui circule. Mais c'est par là que ça a commencé. Et les premières collabs, c'était un peu le même délire, surtout une histoire de gros sous. Et puis en 1969, il se passe un truc assez cool. Je parle pas seulement de la chanson Année érotique de Serge Gainsbourg, même si je l'aime bien. Tu peux nous la mettre s'il te plaît, Louis? 69 Année érotique. Merci. Ce qui se passe aussi, c'est que on a la première collaboration qui fait vraiment du sens entre d'un côté La Redoute, qui à l'époque était une marque de vêtements très appréciée des Français. Aujourd'hui, c'est un petit peu autre chose. Et puis de l'autre, pas une star, pas un athlète, une designeuse, Emmanuelle Cannes. Et là, ce qui est génial, c'est que la designeuse, elle n'avait plus seulement un rôle d'égérie, mais elle avait un rôle actif. Elle s'est mise à designer avec La Redoute des vêtements, du mobilier aussi. Et on arrive vraiment à quelque chose de neuf. On n'est plus seulement sur une histoire de gros sous, mais on est sur un échange de notoriété, un échange de processus créatifs. Et nous, chez Bonne Gueule, c'est ça qu'on aime voir dans les collabs. Et puis ensuite, il y a eu plein d'autres collabs, certaines que je trouve absolument géniales. Comme par exemple la collaboration entre Nike et Michael Jordan, qui a donné lieu à toute une ligne de chaussures qui sont vraiment mis à réinventer le design d'une paire de sneakers. Et sur les 10 dernières années, c'est l'explosion, c'est la frénésie, et parfois, c'est aussi un peu des collabs qui servent à rien. Le premier type de collab dont j'ai envie de vous parler, c'est plus de la pollution visuelle et du buzz inutile. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a DS, donc Citroën. Ils ont lancé leur nouvelle ligne de bagnole, et donc là je me dis, punaise c'est cool, je vois qu'ils vont faire une collab avec Sébastien Loeb, qui est un super pilote de rallye. C'est à la fois une histoire super légitime de rassembler les deux, et en même temps c'est des ADN quand même suffisants. Donc si on pousse le truc à fond, ça peut faire quelque chose d'incroyable. Et non, c'est finalement comme si Sébastien Loeb, il avait simplement posé un sticker sur la bagnole, et on avait fait une super pub télé ultra chère et ultra designée avec Sébastien Loeb DS. C'est quand même un petit peu dommage, moi j'ai été assez déçu. Autre exemple de collab un petit peu bizarre, dans la mode, il y a quelques années, d'un côté Tony Parker, star du basket, et puis De Fursac. Il va se passer quelque chose, où le mec il va donner une impulsion plus streetwear dans la marque, et puis là encore, il s'est pas passé beaucoup de choses, alors qu'il y avait un vrai propos qu'on pouvait travailler. Et pour la petite histoire, ça a presque même fait un dépôt de bilan pour la marque. En même temps, le même Tony Parker, ses autres collabs, c'était quand même Kellogg's et Kinder. À ce compte-là, moi aussi, je peux en faire plein des collabs. L'autre type de collab, qui est un petit peu la fausse bonne idée, moi en tout cas j'y ai cru au début, c'est le mastige. C'est un mot barbare, ça veut dire vêtements de masse et prestige. En gros, c'est la collaboration entre une marque de grande consommation, une marque de masse, comme par exemple H&M, Zara, Primark, ce que vous voulez. Bref, tous ces gens qui font des vêtements pas chers du tout au Bangladesh qui durent quelques temps. Et les marques de luxe, par exemple Lanvin, Balmain, Margiela, Lagerfeld, etc. Et au début, je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. Je me suis dit, chouette, le fait d'associer les deux, d'un côté ça va tirer vers le haut la qualité des vêtements de grande consommation, et de l'autre, le fait d'arriver à avoir un grand nom qui d'un coup s'associe avec une marque à forte diffusion, ça va permettre qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent aux vêtements de qualité. Et non, rien de tout ça. On s'est juste retrouvé encore une fois avec des vêtements où c'est simplement une belle étiquette qui est collée, un peu comme H&M et Margiela. C'est assez décevant, et je trouve qu'il y a un deuxième impact négatif, c'est que ça brouille totalement les pistes. En tant que consommateur, comment est-ce qu'on peut faire confiance à des marques de luxe quand finalement, d'un coup, elles sortent des produits complètement cheap? Et à l'inverse, ça vient totalement légitimer
toutes ces marques qui font des vêtements cheap au Bangladesh avec du coton ouzbek dans des conditions éthiques et des qualités déplorables, ça vient leur donner encore plus de crédit. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Et à mon avis, les marques de luxe qui ont participé, je pense qu'aujourd'hui, elles s'en mordent bien les doigts. Et le troisième type de collab, celui que moi j'affectionne, c'est quand vraiment on a deux marques qui se complètent parfaitement, qui fusionnent leurs ADN créatifs et qui sortent un produit totalement neuf. Par exemple, dans le vêtement en France, j'aime beaucoup ce que fait Echung, la marque de souliers alsacienne. Elle s'est associée par exemple avec une autre entreprise patrimoine vivant qui s'appelle Harpin et qui eux sont un lainier spécialisé dans les draps de Bonneval, d'épais draps de laine fabriqués en Savoie. Et ça nous permet d'avoir une nouvelle boot qui combine les deux matières, des matières qui se complètent parfaitement, qui se marient même de manière assez cool en termes de style. Et ça pour moi c'est une bonne collab. Dans des registres qui n'ont rien à voir, je suis pas du tout client de LVMH Maltier, je suis pas non plus client de Suprême, pour moi c'est une marque qui est surtout de la hype, mais en tout cas, prendre une marque comme Suprême qui vient vraiment de la street, qui a presque un côté street art en fait, et s'associe avec un vieux Maltier comme LVMH pour faire des attachés caisses, et c'est plutôt rigolo ce qu'il en ressort. Et même si je ne suis pas du tout consommateur de ce genre de choses, je trouve que c'est frais et que ça apporte un petit truc en plus. Ça vient dépoussiérer une vieille maison avec un style beaucoup plus choc. À l'ère des réseaux sociaux, les marques doivent constamment communiquer. Quand elles ne communiquent pas, à chaque fois le consommateur les oublie parce que finalement il y a tellement d'infos, il y a tellement de publicité, il y a tellement de sollicitations que très vite, dès qu'elles n'ont pas quelque chose de neuf à dire, elles passent à la trappe. Du coup, elles doivent tout le temps, en continu, se demander comment elles vont à nouveau prendre la parole et étonner. Et dans cette course effrénée en fait, à trouver de nouvelles choses à dire, il y a tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que les collabs elles se multiplient, parce que ce sont des manières simples, étonnantes, parfois inutiles, mais étonnantes et simples quand même, de prendre la parole. Je pense que comme toutes les tendances et comme tous les outils marketing, il y a un moment, les gens s'en lassent. Surtout quand aujourd'hui on voit tellement de collabs mais qui ne servent vraiment à rien du tout, juste à occuper l'espace publicitaire, juste à occuper les réseaux sociaux. Il y a un moment, les gens, ils savent faire le tri. Donc je pense que les collabs, il va y en avoir de moins en moins, mais celles qui vont rester, c'est celles qui auront vraiment un sens. Celles qui fusionneront deux vrais ADN et qui créeront des objets différents. La première collab qui me ferait vraiment kiffer, ce serait entre le tisseur japonais Kurabo, qui fait des super denims dans des matières bien brutes, et une marque de mobilier comme par exemple Made. Je trouve que ce serait génial d'avoir du mobilier qui se patine dans le temps, qui évolue au fil de votre usage. Il faudrait juste qu'on trouve un truc pour éviter les taches d'indigo. L'autre collab que j'aimerais beaucoup, ce serait une collab sur du linge de lit pour l'hiver, entre d'un côté Brooklinen, qui est une start-up new-yorkaise qui fait du linge de maison, des draps, des têtes d'oreiller, et de l'autre Toki, qui fait les molletons japonais qu'on utilise pour nos sweatshirts, qu'on adore, qui sont super doux, et il en existe certains qui sont grattés. Et moi personnellement en hiver, quand je rentre chez moi après une journée, je kifferais trop de me blottir dans des draps en molleton Toki. Et l'autre collab qui me ferait vraiment trop kiffer, ce serait Bungle et Patagonia. Parce que chez Bungle, en fait, on s'intéresse de plus en plus aux matériaux recyclés, à l'économie circulaire, au fait de réduire notre empreinte sur l'environnement en consommant moins mais mieux. Et Patagonia, c'est eux les leaders dans ce domaine, mais ils font des vêtements outdoor, ils ne font pas des vêtements pour la ville. Du coup, une collab comme ça, ce serait un peu deux univers que je trouve super cool. D'un côté, nous, ce qu'on aime en termes de style, et à côté, leur spécialité à eux pour faire des vêtements durables. Au pire, si quelqu'un de Patagonia nous lit et nous écoute, je dis ça, je dis rien. Depuis le début de l'aventure Bungle, on a dû faire 30 ou 40 collaborations différentes avec toutes les marques qu'on adore. Et c'est Benoît qui va vous expliquer ça à la fin de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur le blog, c'est juste en dessous. Et si vous la regardez sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien là, en dessous du player vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très vite de l'autre côté.